Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Oser aller vers soi, oser aller vers qui on est vraiment, ça a un prix. C'est ce que j'appelle le prix de la liberté. Une liberté que vous n'avez pas payée a toutes les chances d'être complètement illusoire. La liberté, ça se paye. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Clerc, traducteur, interprète, auteur, mais surtout passionné par le développement personnel et la spiritualité. On peut le remercier d'avoir traduit en français les ouvrages de Miguel Ruiz et notamment les 4 accords Toltec. Si tu ne connais pas ce livre, je te conseille sa lecture dès aujourd'hui, vraiment. Olivier Clerc est plein de sagesse. Comment ne pas être impressionné par son parcours, sa culture et sa répartie? On y parle spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité au final? Comment peut-on la pratiquer au quotidien? Et comment faire le ménage peut se révéler spirituel? Il nous dit tout. On évoque également bien sûr sa découverte de Miguel Ruiz et leur rencontre en Amérique du Sud. On parle aussi d'un sujet important pour Olivier, le pardon. Comment pardonner est une clé de libération intérieure. On parle de la vie, de l'éducation, des rêves lucides et de la liberté. Olivier m'a passionné. Je te souhaite la même chose en écoutant cet échange. Salut Olivier, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien écoute Nicolas, je vais bien, ne serait-ce que parce que je suis là en face de toi. Ah bah merci, merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment ça me fait plaisir. T'es une personne que j'ai rencontrée et même découvert au salon Zen de Paris, bien que en ayant lu les 4 accords Toltec, j'avais déjà vu passer ton nom puisque tu l'as traduit, oui. C'est ça. Donc finalement je te connaissais déjà un peu et quand je t'avais vu parler au salon Zen, tu m'as beaucoup inspiré autour de la spiritualité et comment tu mettais la spiritualité dans le quotidien. Donc on va en parler aujourd'hui, j'ai pas mal de choses de questions à te poser à ce sujet-là. Mais avant justement de voir un peu comment tu arrives à mettre de la spiritualité dans le quotidien, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas du coup? Alors c'est toujours un exercice difficile parce que soit on fait trop long, soit on fait trop court. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je suis un autodidacte qui s'est passionné très très tôt pour les questions de développement personnel et spiritualité. J'avais 16-17 ans. J'ai eu la chance de devenir rapidement traducteur et interprète sans avoir aucune formation, mais c'est les chances de la vie qui ont voulu ça et qui font que j'ai commencé une carrière avec l'idée de dire la vie est trop courte pour que je fasse un boulot de 8 heures par jour pour gagner ma vie. Ouais. J'ai envie de vivre ma passion. Et ma passion, c'est tout ce qui concerne le développement du potentiel humain. Et donc, je me suis arrangé comme traducteur, comme interprète, puis rapidement comme auteur, en écrivant un premier livre à 21 ans. J'ai fait toute ma carrière, finalement, dans ce domaine-là, avec aussi la santé qui a joué un rôle important pendant de nombreuses années. Donc, en chiffres, c'est 25 livres publiés, c'est une centaine de livres traduits, c'est beaucoup d'auteurs aussi publiés, dans Miguel Ruiz, à Marshall Rosenberg et plein d'autres. Ouais. Tu dis que la spiritualité est arrivée jeune dans ta vie? Très jeune, ouais. Pourquoi? Comment? Parce que déjà, en fait, pour toi, qu'est-ce que la spiritualité? Comment tu la définirais? Alors, revenons à l'étymologie. Spiritualité, ça vient de spiritus. Spiritus, spirit, c'est le souffle, c'est l'esprit en latin. J'aime bien le lien qu'il y a entre l'inspiration, faire descendre quelque chose en soi, et le fait d'inspirer, respirer, expirer. Donc la spiritualité, pour moi, c'est tout ce qui va nous permettre de faire descendre en nous cette flamme spirituelle, cette dimension que nous avons. Je cite souvent Konrad Lorenz qui disait « J'ai découvert le chaînon manquant entre le singe et l'homme ». C'est nous. Voilà. Ça veut dire on est une espèce qui n'est pas aboutie. Et finalement, le but de la spiritualité, c'est de permettre le plein développement du potentiel humain. Que ça soit atteindre l'état bouddhique dans le bouddhisme, l'état christique dans le christianisme, c'est-à-dire faire descendre finalement en nous cette dimension spirituelle. Ouais. Tu parles d'ailleurs au début de ton livre, je ne sais plus comment tu le mets, et c'est assez intéressant, je dois l'avoir juste là. Ton livre « Magicien du quotidien », on va en parler. C'est ton dernier livre, celui-là? C'est mon dernier, oui. C'est ça. Plus pour longtemps, parce qu'il y en a un autre qui va bientôt sortir. Ouais. Quand? Le 28 février. Sur quelle thématique? Alors c'est un thème hyper original, je pense qu'il n'existe aucun autre livre sur ce thème, et le titre m'amuse beaucoup, il s'appelle « Geek et mystique ». Ah, j'adore. Avec un parallèle justement entre tout le monde des nouvelles technologies et le monde de la spiritualité, qui est, je pense, assez révélateur. Il y a quelque chose dans le livre qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs sur le côté geek, je vais y venir un peu plus tard. Tu parles qu'il y a une vision dualiste de la spiritualité.
Au début du livre, tu dis qu'il s'accompagne toujours parce que l'idée de renoncement ne convient plus à une majorité d'entre nous. Quand tu parles d'une vision dualiste de la spiritualité, tu veux dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de gens, la spiritualité, c'est un truc qui se trouve en dehors de la vie. Finalement, il y a les temps que je prends pour méditer ou faire mon yoga, il y a les moments de retraite dans lesquels je pars, ou alors carrément je deviens moine ou nonne et je me sors de la vie. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait la vie réelle et puis la vie spirituelle. Et pour moi, l'esprit est un. Et comme il est un, il englobe tout, c'est-à-dire que tout ce que je fais, des choses les plus banales, des corvées, des gestes quotidiens, jusqu'à la prière, la contemplation, la méditation, peut être l'occasion d'un travail spirituel. Donc j'ai envie de restituer finalement le fait que la spiritualité, on en a tous une, qu'on en soit conscient ou pas, tout simplement parce qu'on est vivant. Et ça, parce que c'est un vrai travail, finalement, que quand on t'écoute parler, ça semble presque naturel, finalement, pas réfléchi. Tu avais déjà, alors, si je peux dire ça comme ça, conscientisé ça quand tu étais adolescent? Non, pas de cette façon-là, parce qu'il y a un début à tout. Donc moi, quand j'ai 16-17 ans, ce qui me met en marche, c'est une interrogation sur la mort. Voilà, moi j'ai été élevé dans l'église catholique, on nous dit qu'on vit une seule fois, et puis qu'ensuite, si on a été gentil, on va à la droite du Père, sinon on va en enfer. Bon, je fais très caricatural volontairement. Il y a un moment où je me dis, mais attends, j'ai été élevé là-dedans, mais si j'étais né en Inde, on m'aurait inculqué des valeurs bouddhistes ou hindoues. Si j'étais né en Chine, ça serait le taoïsme peut-être, ou d'autres choses. J'ai pas voulu rester limité aux croyances dans lesquelles je suis né, même pas du tout aux croyances d'ailleurs. Donc non seulement j'ai été explorer ce que d'autres gens croyaient ailleurs, mais ce qui m'a mis en marche, c'est le fait d'avoir des expériences de première main, des choses dont on parlait dans la religion comme dans la spiritualité. Tes parents avaient une spiritualité en eux, ou c'était ton questionnement sur la mort est venu c'est toi qui t'es posé les questions sans avoir un entourage qui t'ont amené ces questions-là? Alors ma mère était, on va dire, religieuse, c'est elle qui nous a élevés dans le catholicisme. Mon père était protestant, mais pas du tout pratiquant. Je pense que ma mère avait une forme de spiritualité latente, et puis que les années passant, à travers mon chemin, je lui ai beaucoup partagé de choses avec elle, je lui ai fait lire beaucoup de choses. Mais après, on ne peut pas dire que la spiritualité était quelque chose de particulièrement présent dans ma famille, non. Ok, c'est intéressant parce que j'ai remarqué, et notamment dans les interviews que je peux faire, que beaucoup de personnes peuvent être moulées par rapport à leur famille. Et c'est vrai que finalement, toi, cette thématique qui semble vraiment prendre une grande partie de ta vie, en tout cas, t'as pas été moulé là-dedans. Non. Si ce n'est le catholicisme, qui est une sorte de croyance, mais t'as vraiment ouvert et tu n'es pas resté enfermé dans ce catholicisme. Ouais. T'as été voir ailleurs ce qui s'y passait. Voilà. Ouais, ok. Et donc ensuite, t'es vraiment parti sur donc tu me parlais enfin t'as écrit des livres très rapidement. Oui, alors j'aimerais juste rajouter une petite chose peut-être, c'est que au début, quand je commence à sortir de ce moule éducatif dans lequel j'ai été, j'ai pas tout de suite été vers la spiritualité pur jus. Je me suis beaucoup intéressé à la parapsychologie, à tout ce qui était un peu mystérieux, voilà, ésotérisme, avant de trouver vraiment ce filon proprement spirituel. J'étais passionné par toutes les capacités un peu étonnantes du cerveau, puis je lisais un peu tout ce qui sortait à ce sujet. T'as commencé à voyager jeune ou pas? Oui, alors j'ai eu de la chance, c'est que d'une part, j'ai voyagé un peu en famille. À partir de l'adolescence, j'ai fait des séjours en Allemagne pour apprendre la langue allemande parce que être en Suisse, c'était quelque chose d'indispensable. Et puis, une année déterminante pour moi, c'est l'année de mes 17 ans où je suis au lycée, mais je pars 1 an dans un lycée américain. Il y a des associations qui permettent de faire ça pour les lycéens. Et cette année-là, c'est l'année qui va m'apprendre l'anglais, ce qui sera déterminant pour toute ma carrière de traducteur et d'interprète. Et puis, c'est l'année où je vais découvrir le développement personnel américain. Je vais lire mes premiers bouquins là-bas, du haut de mes 17 ans. Le voyage, pour toi, aide à la compréhension du monde? Ah ben absolument, parce que à partir du moment où, ado, on a passé 1 an dans une culture étrangère, dans une famille, on ne revient plus jamais le même. Je suis plus le Suisse de base. Mon fils qui est parti 6 mois en Équateur, il est plus le Français de base en revenant. Je pense que d'ailleurs une des choses les plus simples qu'on pourrait faire pour transformer l'éducation, c'est de rendre obligatoire un séjour de 6 mois à 1 an durant l'adolescence à l'étranger, parce que ça ouvre complètement la vision du monde. On se rend compte que des gens vivent autrement, mangent autrement, croient à d'autres choses, et on est à un âge crucial où on est encore très malléable, très ouvert. On va écouter des musiques qu'on réécoutera toute sa vie. Donc ouais, franchement, c'est quelque chose de génial, ça. T'as fait des rencontres comme ça, début vingtaine, qui ont changé ta vie et qui t'ont ouvert à certaines façons de penser?
Alors, disons que je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu, et que j'ai très vite pris l'habitude de me dire, tiens, il y a des auteurs, j'aimerais les rencontrer. J'ai pas juste envie de lire le bouquin, j'ai envie de rencontrer l'homme ou la femme derrière. Et la première fois que je fais ça, j'ai 21 ans ou 22. Je viens de lire un livre mythique qui était... alors je trouve plus le titre exact, c'est le livre de Robert Monroe sur les sorties de corps, ce qu'on appelle le voyage astral ou sortie de corps. Et j'avais trouvé ça assez étonnant. Et puis j'avais vu qu'il avait développé une méthode permettant, soi-disant, de favoriser ça. Donc j'ai pris un billet d'avion, je suis parti aux États-Unis, en Caroline du Nord, rencontrer Robert Monroe et me former avec lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, d'aller rencontrer les gens. Et ma vie a beaucoup été faite de rencontres. Donc je parle de Robert Monroe, mais un an plus tard, je vais rencontrer un jeune médecin suisse à Genève, le docteur Christian Schaller, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui encore sous le nom de Tal Schaller. Il doit avoir quelque chose comme 78 ans, je pense, et qui est un pionnier des médecines douces à Genève, qui a créé une fondation, la Fondation Soleil, les éditions Soleil, et qui fait un travail complètement d'avant-garde dans tout ce qui est santé, développement personnel et spiritualité à Genève. Ouais, ok. Quand tu parles de ces rencontres que tu as pu faire et que tu pars justement à la rencontre, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où tu étais, c'est bizarre, mais comme si tu étais guidé et en même temps, il fallait oser, c'est-à-dire oser pour aller à ces rencontres. Parce que quand on lit un livre ou qu'on admire quelqu'un, on va pas forcément à sa rencontre. Comment tu expliques que toi, tu osais en tout cas faire les choses? C'est une bonne question et en fait, c'est rigolo. Il y a des... je pense qu'il a fallu attendre peut-être que j'ai 35-40 ans pour que tout d'un coup je me refasse le film en arrière en me disant ouais, c'est quand même dingue que je me mette à écrire un bouquin à 21 ans, que j'ai fait ci, fait... Mais sur le moment, je ne me suis pas posé ces questions. J'ai juste suivi l'impulsion. Quand tu dis que j'étais guidé, oui, sincèrement, je pense, quand je regarde rétrospectivement les rencontres que j'ai faites, où je suis allé, etc., je me dis j'ai eu énormément de chance. Il y a quelque chose d'un peu providentiel pour moi là-dedans. L'une des premières choses sur lesquelles tu as travaillé, si je ne me trompe pas, c'est les rêves lucides. C'est les rêves, d'abord en général, oui. Je m'étais passionné pour les rêves, je notais mes rêves toutes les nuits. Et puis, comme j'étais obsédé par la mort, je me suis dit, tiens, si j'arrive à sortir de mon corps, j'aurai la preuve qu'une part de nous, la conscience, l'âme, est capable de survivre en dehors du corps. Donc j'essayais d'arriver à sortir de mon corps. J'avais très peu de résultats parce que je n'avais pas de méthode. Et un jour, quelqu'un me dit... Si tu apprends à pratiquer le rêve lucide est une porte d'entrée vers le voyage astral. Et donc, c'est ce qui m'a amené à lire le très petit nombre de livres qui traitaient du rêve lucide à l'époque, et puis finalement à développer une méthode à moi, ce qui a donné naissance à mon tout premier livre. Ouais. Là-dessus, alors je vais te partager quelque chose, mais depuis 2 ans, je fais énormément de rêves. Tout le temps. C'est des rêves qui sont assez perturbants dans le sens que c'est souvent très familial, ça se passe souvent dans les maisons de mon enfance, etc. C'est pas forcément des cauchemars, mais c'est des rêves qui me... C'est comme si toutes les nuits, il y avait presque une angoisse de me dire je vais repartir dans un rêve, c'est-à-dire que mes nuits ne sont jamais d'un calme absolu. Toi, par rapport à ça, non pas que tu dois m'expliquer qu'est-ce qui se passe pour moi, mais dans le rêve, comment tu peux l'expliquer? C'est quoi? C'est l'inconscient? C'est des messages de ton inconscient? Comment tu expliques le rêve? Alors d'abord, c'est complexe, là on pourrait faire toute une émission juste là-dessus. Moi, ce que j'aime dans la littérature que j'ai lue là-dessus, c'est qu'il n'y a pas une forme de rêve. Il y a des rêves qui viennent de différentes parties de nous-mêmes. Il y a des rêves qui viennent de ce qu'on appelle l'inconscient. Il y a des rêves qui nous donnent des clés sur notre corps et notre santé. C'est assez bluffant. Il y a des rêves qui viennent de l'âme. Tout mettre ça dans un seul paquet, appeler ça rêve, c'est nous priver de la richesse et de la diversité de ce qu'il y a là-dedans. Après, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis. Un des très grands rêveurs lucides était le marquis Hervé de Saint-Denis, qui a écrit un livre mythique en 1867 sur le sujet. Et c'est un des premiers à avoir inventé la capacité de programmer et d'intervenir dans ses rêves. Par exemple, il avait plusieurs fois rêvé qu'un serpent s'enroulait autour de son cou et l'étranglait. T'imagines le cauchemar. Ouais. Donc il s'est dit comment changer ça. Alors il a eu l'idée, il était marquis, il habitait dans son château, de porter une ceinture qu'on appelle ça des balles, des douilles de chasse autour du cou, de manière à ce qu'il s'est dit, avec la prochaine fois que j'aurai dans mon rêve le serpent autour, je vais penser à ça et je me rendrai compte que je suis en train de rêver. Et ça n'a pas loupé. Dans la semaine qui a suivi, le cauchemar est revenu. Au moment où il avait le serpent autour, la sensation lui a rappelé sa ceinture de cartouche et hop, il est devenu conscient et il a pu se débarrasser de ce cauchemar. Voilà. C'est assez étonnant. Toi, tu as fait l'expérimentation du coup des rêves lucides.
Oui, alors j'ai fait beaucoup de rêves lucides et je me suis aussi intéressé à comment on peut programmer ces rêves, c'est-à-dire faire en sorte que les rêves aillent dans telle ou telle direction, traitent de tel ou tel sujet. Ah, ouais, c'est un sujet en tout cas qui est passionnant. Tu as écrit un livre sur le sujet. C'est ça, hein? Oui, il y a 40 ans, si j'ose le dire. Oui, le temps passe vite. Oui. C'est un sujet qui m'intéresse, donc j'irai le voir. En tout cas, toi, par la suite, t'es arrivé aux éditions Jouvence. Alors ça, c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin. J'ai fait un saut. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, tu fais un saut de 10 ans, là. Oui. C'est-à-dire que donc moi j'ai passé 3 ans avec Christian Schaller, la Fondation Soleil, à faire à petite échelle pendant 3 ans ce que j'ai fait à grande échelle pendant 30 ans derrière, c'est-à-dire la traduction, l'interprétariat, l'édition, l'organisation d'événements, et même j'ai commencé à donner mes premières conférences dans ce cadre-là. Et puis il y avait cette soif spirituelle vraiment très très forte en moi qui fait que je lisais énormément et que j'étais en quête de trouver quelque chose qui me convienne. Donc un coup je vais tester la méditation transcendantale. Ok, intéressant, mais c'est pas tout à fait mon truc. Un coup je descends à Toulouse et là je vais m'initier au bouddhisme tibétain. Et de nouveau, très très belle expérience, très belle rencontre, mais en moi quelque chose qui clique pas complètement. Et je continue comme ça pendant 7 ans. Et puis un jour, je tombe sur les livres d'un maître spirituel d'origine bulgare qui a vécu en France pendant 50 ans, qui s'appelait Omraam Mikhaël Ivanov. Et là, je retrouve, on va dire, les bases de ce que j'ai eu dans mon éducation catholique, mais avec tout ce qui me faisait défaut, c'est-à-dire la compréhension symbolique de ces textes-là. Ouais. Pas les prendre de façon littérale, mais comprendre ce qu'il y a au niveau symbolique derrière. Donc ça me passionne, et ça me passionne au point que je vais venir en France en 86, et que je vais passer 11 ans dans une communauté spirituelle qui a décidé de se construire avec cet enseignement-là, on va dire, comme support. Voilà. Alors, pas du tout un truc flyé à méditer loin dans la montagne. Oui, tu n'étais pas dans un ashram, quoi. Non, on avait des entreprises, ouais, de la presse, de l'édition, des laboratoires de médecine naturelle, etc. Et ça a été pour moi 11 ans, justement, d'expérimentation et d'apprentissage de comment est-ce qu'on peut infuser une conscience spirituelle dans les choses les plus banales du quotidien. Ce qui a donné par la suite naissance à ce livre, voilà. J'imagine en partie. Hein, voilà. Après, de toute façon, on va voir, mais tu l'as expérimenté. Ça se sent. Hein, de toute façon, quand on le lit, que t'as pas juste inventé ce livre comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve le plus dur. Bon, on va pas sauter les étapes. Donc, par la suite, t'es arrivé aux éditions Jouvence. Voilà. Quand je quitte cette aventure-là, je reviens sur mon lieu d'origine, donc la région genevoise, et je retrouve Jacques Mer, qui est le fondateur des éditions Jouvence, avec qui on avait fait nos débuts ensemble dans l'édition, aux éditions Soleil, il y a une dizaine d'années avant. Lui, entre-temps, a créé les éditions Jouvence, qui ont été mises sur orbite grâce à un livre de Jacques Salomé, Apprivoiser la tendresse. Et donc on se retrouve à ce moment-là et on va faire un super joli chemin ensemble pendant 4 ans, puisque mine de rien, c'est là que je vais lui apporter Marshall Rosenberg, la communication non violente, Miguel Ruiz, les accords Toltec, et puis toute une série d'auteurs comme ça, majeurs, je dirais, qu'on a eu la joie de publier ensemble chez Jouvence. Parce qu'il me semble que Miguel Ruiz n'était pas connu, en plus, enfin il était... quand tu l'as amené en France... Il n'était pas forcément comme on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les personne. C'est Maud Séjournant qui m'a fait découvrir Miguel Ruiz. Maud Séjournant écrivait dans le magazine dont je me suis occupé à Toulouse pendant 4-5 ans. Et Maud m'a fait découvrir les livres de Miguel Ruiz. Et là, je me dis, mais wow, c'est dingue, cet auteur, c'est juste absolument incroyable. Je me vois avec ce livre dans les mains en me disant, un livre comme ça, si on en a un tous les 20 ans dans une vie d'éditeur, on peut s'estimer heureux, tu vois. Et à l'époque, Miguel n'est même pas connu aux États-Unis. Son livre vient de sortir, il n'est pas encore devenu l'énorme phénomène mondial. Vrai coup de bol pour moi, parce qu'on va pouvoir acheter les droits français de ce livre pour une bouchée de pain. Alors que 10 ans plus tard, je te laisse même pas imaginer les chiffres auxquels ça se négocie. Ouais, tout à fait. Et là, encore une fois, comme tu as l'habitude, tu es allé à sa rencontre. Oui, parce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré par ses livres, et donc tu es parti à sa rencontre rapidement. Assez rapidement, puisque je découvre Miguel en 98, on achète les droits, on traduit les accords Toltec qui sortent en 99, et c'est en septembre 99 que Maud organise un voyage pour des francophones européens avec l'idée de rencontrer Miguel à Teotihuacan au Mexique. Comment se passe cette rencontre ? Elle se passe de manière assez mythique parce que
Moi, j'étais parti là-bas avec d'abord l'envie de rencontrer cet homme, voir qui était l'homme derrière le livre, et puis approfondir un peu ses accords toltèques. Mais par contre, je n'avais pas du tout imaginé qu'il allait me faire vivre une expérience majeure, une expérience autour du pardon, qui a déterminé ce que j'ai fait pendant 12 ans de ma vie, qui a été de promouvoir cette approche du pardon à travers tout ce que j'ai fait jusqu'en 2020. Alors, comment il t'a amené à parler du pardon et pourquoi ça t'a autant touché pour que ça détermine une partie pour la suite de ta vie? Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que moi, je grandis, comme je t'ai dit, dans une religion où le pardon est quand même majeur, c'est-à-dire le christianisme, le catholicisme. Bon. Sauf que le pardon, pour moi, reste quelque chose quand même d'assez intellectuel. C'est quelque chose qu'on fait si on est poli, si on est gentil, si on est bien élevé. Mais il n'y a pas le ressenti qui va avec. C'est plus une convention sociale qu'autre chose. Et Miguel, lui, va me faire vivre une expérience très courte, je pense. Je n'avais pas regardé ma montre, évidemment, mais à la louche, une demi-heure, 3/4 d'heure à tout casser. Je pense plutôt pour la demi-heure. Ouais. Il me fait vivre quelque chose. Sans aucune explication, il me plonge dans une situation concrète vécue. Et à travers ce vécu-là, tout d'un coup, j'accède à cet espace du pardon auquel je n'avais jamais accédé de ma vie avant. Et c'est 2 mois, 3 mois après, de retour chez moi, en France, que je me dis, bon sang, mais comment c'est possible ? Et que là, je vais commencer à digérer, distiller cette expérience pour en extraire finalement les principes fondateurs et ce qui va amener, 10 ans plus tard quand même, 2009, à écrire un livre sur ce sujet, et puis le livre a entraîné tout le reste. Ouais, le don du pardon. Voilà. Ouais. C'est... toi, qu'est-ce que ça... Parce qu'il y a souvent beaucoup je trouve, de principes, que ce soit le pardon, l'amour inconditionnel, etc., comme si c'était la clé du bonheur. Mais c'est souvent... Enfin, à mon sens, je dis c'est souvent... Je parle sûrement de moi, quand je dis ça. Très conscientisé. Peut-être plus dans la tête que dans le cœur, à certains moments. Comment on fait, finalement, là, pour parler du pardon comment on fait pour ressentir les choses, selon toi ? Pour réussir à expérimenter les choses, mais pas dans la tête, mais finalement dans le corps et dans le cœur. Ah ben c'est tout simple, tu viens vivre un cercle de pardon. Alors, je blague à moitié, en fait, si tu veux, la première chose que j'ai faite, dont j'ai écrit le livre a amené ce que je n'avais pas du tout imaginé. On m'a demandé justement de pouvoir vivre ça, donc j'ai créé un atelier d'1 jour et demi. Et puis, je n'avais pas imaginé que cet atelier aurait autant de succès, au point qu'à un moment, je me dis, c'est pas possible que je sois tout seul à faire ça. Alors, je ne me voyais pas former des gens à faire tout l'atelier tel que je le faisais, mais j'ai eu l'idée de me dire, et si j'amenais les gens à juste vivre le cœur de ce que je fais là en 2 heures chrono. Il y avait déjà des cercles de prière, il y avait déjà des cercles de guérison, des cercles d'hommes, des cercles de femmes, donc je me suis dit, et si on créait des cercles de pardon ? Et en fait, là encore, j'ai été surpris par le succès que ça a eu, c'est-à-dire les gens étaient tellement touchés justement de ce qu'ils vivaient, c'était pas là, c'était là, ça transformait leur cœur, ça transformait parfois même leur état de santé, que de plus en plus de gens ont voulu se former et que ça a connu un essor assez considérable. Mais vraiment, un cercle de pardon, souvent on me dit ça se passe comment ? Je dis ça se passe très bien, merci. J'ai pas envie de détailler les choses parce qu'il ne s'agit pas de l'intellectualiser puis de commencer à s'imaginer ceci, cela, il s'agit de le vivre. Voilà. Et la réussite et l'impact de cet outil-là, c'est que c'est vraiment un vécu et qui transforme la vie des gens. Alors pas tout le monde, parce qu'aucune méthode n'est faite pour tout le monde, mais par contre elle peut faire énormément de bien, parce que je définis le pardon d'une manière très simple, je dis c'est la guérison des blessures du cœur. Les blessures physiques, on sait comment les guérir. Personne n'a envie de rester avec une plaie ouverte qui saigne, de rester avec un abcès purulent, ou rester avec une fracture. Quand le corps est atteint, on cherche immédiatement à le guérir. Et pourtant, en parallèle, on est capable de rester 10, 20, 30 ans, 40 ans avec des blessures du cœur qui continuent de sointer, qui continuent de faire mal. Donc le pardon, les différentes approches du pardon qui existent aujourd'hui, c'est un moyen assez génial d'arriver à enfin mettre un baume sur le cœur et puis
puis retrouver une vraie capacité d'aimer. Quand tu parles des blessures, je vais peut-être faire un lien un peu simpliste, mais on peut parler des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, blessures de l'injustice, blessures il y a lesquelles, il y en a 5 que normalement je connais habituellement, blessures de l'injustice, de l'abandon. C'est ce genre de blessures que les gens ont. Justement, les gens, j'ai l'impression qu'on retrouve souvent des mêmes. Les blessures sont assez identiques, assez régulièrement. Tu as le sentiment aussi que quand tu aides les gens à pardonner, à être dans le pardon, c'est souvent pour les mêmes choses? Alors, tu vois, l'autre particularité de cette approche, c'est que les gens n'ont absolument pas besoin de parler de ce qu'ils ont vécu. Donc, tu peux venir vivre un cercle de pardon, tu peux bénéficier de cette expérience-là, ou d'un atelier de 2 jours, pourquoi pas, et tu ne vas pas avoir à déballer les souffrances, les traumatismes, les abus que tu as vécus, mais tu vas quand même pouvoir obtenir cette guérison. Et ça, je pense, c'est aussi une des raisons du succès, parce qu'il y a des gens qui en ont marre à un moment de devoir raconter, puis qui n'ont pas envie de déballer publiquement les drames qu'ils ont eus, mais ils ont envie d'avoir cet apaisement. Image toute simple, si tu vas à l'hôpital parce que tu as été agressé dans la rue, tu n'as pas besoin de raconter en détail ton agression au chirurgien ou à l'infirmière pour qu'elle te mette un pansement ou qu'elle te recouse. De la même façon, je pense qu'on peut obtenir une guérison sans avoir besoin de refaire le détail de tous ces drames. Ça me fait penser effectivement au fait que beaucoup de choses se passent en nous. Et que les choses n'ont pas besoin d'être forcément dites, mais c'est expérimenté, parce que dans ce que tu dis, quand tu dis comment ça se passe un cercle de pardon, moi pour avoir fait un stage de dev perso qui était un peu tourné vers du chamanisme, finalement c'était de ne pas savoir qui m'a fait vivre dans ce stage des choses incroyables, et je pense que si on m'avait dit ce qu'il y avait dedans, je ne l'aurais pas fait, parce qu'il y aurait eu des peurs, et tout de suite mon mental aurait cherché à se dire mais c'est bizarre, c'est étrange, mais pourquoi, à tout comprendre, et finalement c'est dans l'inconnu souvent que les plus beaux cadeaux arrivent. Enfin, oui. J'ai ce sentiment-là, quoi. Oui, et puis je dirais même de manière plus générale, dans les traditions initiatiques, d'abord tu vis quelque chose et ensuite tu le distilles intellectuellement. Je vais prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent, la franc-maçonnerie en France, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, peu importe. Lorsque tu entres en franc-maçonnerie, tu vis d'abord un rituel. Et tous les symboles, tout ce qui est mis en œuvre et que tu vas vivre de tout ton être, avec ta tête, ton cœur, ton corps, avec les autres personnes, etc., s'imprime en toi. Et ensuite, ce que tu vas faire durant l'année ou les années qui suivent, c'est distiller intellectuellement ce qui s'est déjà inscrit en toi. Nous, on a une obsession dans notre culture, c'est qu'on veut que tout passe d'abord par la tête. Et puis si ça coince là, ça descendra jamais dans le cœur, puis encore moins dans les gestes. Mais de façon initiatique, c'est d'abord l'expérience. Tu peux pas abstraire, ça veut dire tirer de. Si tu n'as pas eu une expérience, de quoi tu vas tirer l'abstraction? De rien du tout. Ça va rester du vent. Voilà. Ouais. Et c'est pour moi d'ailleurs une des choses que je déplore beaucoup dans l'éducation qu'on reçoit, c'est qu'elle se passe que là, et qu'il manque toute l'expérience, tout le vécu. Voilà. Tu as une idée de comment ça pourrait être amené justement ce vécu dans l'éducation? Qu'est-ce qui pourrait être changé pour aider enfin oui, que l'éducation soit peut-être davantage dans la conscience, enfin dans le vécu et l'expérimentation? Alors là, on ouvre un peu un autre chapitre. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il existe déjà beaucoup de choses. Il n'y a pas tellement de choses à inventer. Il y a des pédagogies alternatives qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Simplement, toute la difficulté, c'est d'arriver à les faire entrer dans l'éducation nationale. Et ce qui fait que les gens préfèrent souvent mettre leurs enfants dans des écoles alternatives que d'attendre des décennies avant que le mammouth évolue. Ouais. Hier, j'ai fait une interview d'un ami entrepreneur qui a créé un livre pour enfants où justement il amène tout ce que lui il aurait aimé savoir quand il était petit au sujet de l'argent, au sujet de l'instant présent, au sujet de la méditation, mais sous forme de livres imagés pour enfants. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait, j'ai l'impression qu'il y ait de plus en plus des livres destinés aux enfants pour une certaine, j'ai l'impression, ouverture de conscience. Et je trouve ça intéressant en tout cas. Alors c'est chouette, et en même temps, faut pas oublier qu'on est encore en train de parler de livres. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des écoles où on amène les gens dans le jardin, on amène les gens vers un certain nombre de métiers manuels, c'est-à-dire on leur donne un vécu qui n'est pas seulement livresque, qui n'est pas seulement intellectuel, mais qui est une expérience de première main des choses. Tu sais, c'est Coluche qui avait cette phrase que j'adore, qu'il utilisait pour définir un technocrate. Il disait « Technocrate, c'est quelqu'un qui sait tout sur tout et rien d'autre ». Mais le drame, c'est que l'école fait de nous des gens comme ça.
C'est-à-dire on a une quantité de savoir intellectuel livresque là monumentale, mais on n'est pas passé par l'expérience. Donc on sait des tas de choses sur tout, mais on ne sait pas manger, on ne sait pas respirer, on ne connaît pas les bases de la santé. Il nous manque tout ce qui est pourtant fondamental et premier, tout ce sur quoi devraient se construire en fait les étages suivants. Donc le livre c'est bien, je suis bien passé pour le savoir, j'en écris, mais pour moi le livre n'a d'intérêt que s'il débouche sur une pratique. Le livre c'est la graine, si la graine je la sème pas dans mon jardin, elle donnera jamais l'arbre, elle produira jamais les fruits qu'elle est censée pouvoir produire. Ce qui amène du coup à parler de Magicien du quotidien, parce que c'est effectivement un livre, mais où tu donnes des exercices, en tout cas à réaliser pour réussir à mieux vivre tous les verbes que tu mets dans ce livre. Alors comment tu pourrais l'expliquer? C'est des verbes du quotidien où tu donnes une explication et tu expliques comment l'expérimenter, hein, c'est ça? Oui, c'est-à-dire l'idée pour moi c'est que la spiritualité c'est quelque chose qui se vit. Dans la grammaire, le verbe c'est l'action. Donc je me suis dit la spiritualité on peut la décliner à travers des verbes, manger, cuisiner, bénir, consacrer, marcher, voyager, etc. Mais en montrant chaque fois que chaque action qu'on fait, de la plus banale à la plus cosmique, on peut la faire en étant complètement ailleurs, en pensant à autre chose, ou on peut la faire en conscience, on peut la faire avec amour, on peut la faire en étant totalement présent à ce qu'on fait. Et en fait, d'une certaine manière, je disais que j'ai traduit une centaine de livres, ce livre c'est presque un livre de traduction. C'est-à-dire que moi j'ai reçu certains enseignements spirituels, je les ai pratiqués pendant plus de 30 ans, et on vit une époque où les formes vieillissent très vite. C'est-à-dire il y a des livres qu'on pouvait lire facilement il y a 50 ou 100 ans, puis aujourd'hui le vocabulaire, l'époque, tout a changé. Je te prends un exemple tout bête, mais par exemple dans le christianisme, tout est masculin. Hein, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bon, il y a la Vierge Marie quelque part, mais c'est quand même une spiritualité très, très, très masculine. Aujourd'hui, on voit bien que si on n'inclut pas le féminin dans ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, tu vois. Et moi, j'ai pris la spiritualité que j'ai reçue et je me suis dit, tiens, si on devait la reformuler aujourd'hui, comment on dirait les mêmes choses? Parce que le fond, il est éternel, le fond, il est atemporel, c'est la forme qui vieillit. Donc, oublions la forme, revenons à ce fond, et puis donnons-lui une forme nouvelle. Et c'est ce que je fais quand je suis traducteur. Je prends un livre en anglais, j'en extrais l'essence, le sens, et le sens, je le réincarne dans la langue cible. Et bien là, c'est pareil, je prends une forme spirituelle qui m'a été transmise, mais qui a vieilli, parce qu'aujourd'hui, tout vieillit de plus en plus vite. J'en extrais l'essence, et puis je me dis, tiens, quelle forme est adapté à aujourd'hui, maintenant, en 2022, pour les générations actuelles. Tu commences le livre par devenir conscient. Pour toi, c'est la base? Bien sûr, parce que beaucoup de traditions spirituelles disent que les humains sont des somnambules, qu'on est complètement endormis. C'est pour ça qu'on parle de l'éveil. Voilà. Donc, si on n'est pas conscient, il n'y a aucune chance qu'on transforme quoi que ce soit en nous. On n'est même pas conscient de ne pas être conscient. Voilà. Bon. Donc la conscience, elle est à la base de toutes les traditions spirituelles. Alors certaines la mettent plus dans le corps, Hatha Yoga, d'autres dans le cœur, la louange, la prière, le Bhakti Yoga en Inde. D'autres la mettent plus dans le mental, la pensée, la méditation, la réflexion. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque fois, on va nous amener à développer la conscience. Dans la voie toltèque de Miguel Ruiz, la première maîtrise, il y en a 3. La première maîtrise est la maîtrise de la conscience, maîtrise de l'attention, voilà. Symbolisée par le jaguar, parce que le jaguar qui bondit sur sa proie devient le symbole de l'attention qui dit « Ah, t'as vu ce que tu viens de faire là? T'as vu ce que tu viens de dire? T'as vu ce qui se passe en toi comme sentiment, comme émotion, etc. » Et à partir du moment où je suis conscient, eh bien s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je peux les transformer. Voilà. Est-ce que il t'arrive de porter un C sur ta main encore? Non, plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Et puis, si vraiment aujourd'hui j'avais encore besoin de quelque chose comme ça, je prendrais une bague, je prendrais un talisman. Ouais. Bon, c'est vrai qu'à 20 ans, je me suis vraiment pas posé la question, donc j'écris mon gros C sur la main gauche. Dans le livre, tu as remarqué, je dis aux gens, achetez-vous un petit bracelet, ouais. Quelque chose, voilà, parce que je pense pas que les gens aient nécessairement envie de se trimballer avec un C écrit au feutre sur leurs mains. Ouais, pour expliquer, c'est pour se rappeler justement d'être conscient quand on oublie le fait d'avoir quelque chose de significatif sur soi, une bague, un bracelet ou un C marqué sur sa main, ça permet de se remettre dans l'ici et maintenant. Voilà, et par exemple, sur nos smartphones, on peut télécharger des applis comme par exemple Mindfulness Bell, qui va sonner avec un petit son de cloche tibétaine comme ça, toutes les 20 minutes, toutes les heures. On peut paramétrer, soit à un temps donné,
soit, plus rigolo, de manière aléatoire. Donc on ne sait pas si la prochaine cloche est dans 5 minutes ou dans une demi-heure. Et au moment où la cloche retentit, c'est « Ah !» moment de conscience, comme ça se passait dans le village des pruniers avec Thich Nhat Hanh. Tu parles aussi, et là bon, le téléphone est en train de filmer l'interview, donc je ne peux pas te le montrer, mais tu parlais de mettre un fond d'écran qui nous ramène à penser à la spiritualité. Je crois que c'est dans le verbe s'ouvrir que tu en parles, je ne sais plus si c'est dans celui-là. Alors je ne sais plus non plus, mais effectivement, au lieu de s'inscrire en contre les nouvelles technologies, moi je suis beaucoup plus adepte de ce que j'appelle la greffe spirituelle, c'est-à-dire on a ces outils, on les utilise tout le temps, et si on en faisait des alliés de notre spiritualité, donc au moment où je vais sur mon téléphone pour me connecter sur Internet, si j'ai une icône, une bougie, quelque chose, une image spirituelle, je vais me dire, ah oui, juste 5 secondes avant de me connecter à Internet, je me connecte là-haut en pensée. Ouais. 5 secondes avant de télécharger mes messages, mes mails, Messenger, WhatsApp, je demande là-haut s'il n'y a pas des messages, des inspirations, des choses à recevoir pour moi aujourd'hui. Et moralité, ces gadgets technologiques deviennent un soutien à ma vie spirituelle au lieu de m'en détourner. Sache d'ailleurs que du coup tous les matins, depuis que tu parles de ça, donc c'est dans s'ouvrir, avant de prendre mon téléphone, justement, je prends un temps et je me dis, est-ce que l'univers, mes guides, peu importe, ont des messages à me faire passer. Avant, il y avait vraiment ce côté où je prenais mon téléphone très rapidement et donc, du coup, c'est vrai que grâce à ce livre, je prends ce temps pour moi avant ça et j'aimerais même aller plus loin après par la suite. Et je l'avais fait en plus, fut un temps après une retraite silencieuse qui m'avait aidé à me désintoxifier, on va dire, des nouvelles technologies. C'est de n'ouvrir mon portable qu'à partir de 9h, potentiellement, pour avoir une routine de méditation, d'écriture, de lire le matin et d'être vraiment avec moi, quoi. Ouais. Mais je trouve intéressant, t'as le sentiment, enfin tu l'expliques, mais tu trouves qu'aujourd'hui les gens sont happés par leur téléphone et qu'ils manquent des choses dans leur vie en étant trop connectés par cette continuité du bras et avec un objet électronique. Ah oui, je pense que le risque il est vraiment là. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a 2 jours j'étais chez des amis et ils avaient un des albums de Vooch et j'adore Vooch. Et la toute première page, mais vraiment une page A4 complète, enfin même plus qu'A4, les formats BD, on voit comme ça une place avec, je sais pas, une 50aine de personnes, hommes et femmes, et ils sont tous en train de regarder leur téléphone portable. Et j'adore le talent du dessinateur qui, juste en un dessin, nous résume ce qu'on voit tous les jours. Ça va des mamans ou papas qui poussent leur gamin et puis qui ont le nez sur leur téléphone portable et pas sur leur gamin. Ça va de ce qu'on voit en terrasse, ce qu'on voit dans le train, ce qu'on voit partout. Donc oui, il y a un risque. Et en même temps, j'ai pas envie de le rendre plus grand qu'il n'est. Chaque fois qu'il y a une innovation, il y a une génération qui essuie les plâtres. Donc moi je fais partie de la génération où on a eu la télé, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, et toutes les angoisses de mes parents sur comment on allait doser l'utilisation de la télévision. Voilà. Moi avec mes enfants, c'est devenu comment est-ce qu'ils dosent l'utilisation des écrans. Mais je plaisante avec eux en leur disant, vous verrez, avec vos gamins, ça sera comment vous doserez l'utilisation des robots. Hein, bon. Et puis chaque génération apprivoise les nouveaux outils. Et puis au bout d'un moment, on en connaît les avantages, on en connaît les inconvénients, et puis petit à petit, on arrive à en tirer le meilleur. Il y aura toujours des gens qui auront une fragilité plus grande. Il y a des toxicomanes, il y a des alcooliques, et bien il y a des gens qui sont addicts au casino ou aux jeux vidéo. Ça, on n'y changera rien. Mais je pense, j'ai quand même confiance dans le fait qu'à chaque génération, on finit par apprendre à maîtriser les usages. Donc pour l'instant, effectivement, on voit que cette maîtrise, elle n'est pas tout à fait là, quoi. Et puis j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en soi, si on fait aussi ce podcast qui est écouté, c'est grâce aux nouvelles technologies et à la facilité qu'on peut produire grâce au téléphone portable. En fait, on peut tout avoir aujourd'hui. Ce qui peut être un défaut, j'ai l'impression, mais une facilité quand on sait qu'est-ce qu'on veut et quoi consommer. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux côtés. Si je crée un couteau, je peux couper du pain et du saucisson, mais je peux trucider mon voisin. Donc dès que tu crées un outil, il faudrait presque qu'on ait le réflexe de se dire ça peut et ça va être mal utilisé. Ouais, voilà. Ouais. Donc Internet, moi je me rappelle les débuts, on se disait waouh, peut-être qu'un jour toutes les connaissances humaines seront disponibles là-dessus. Bon, on n'avait pas imaginé le dark web et toute le déversement de paroles non impeccables et de vraiment le côté dépotoir qu'est devenu Internet sur certains sites et sur certains réseaux dits sociaux. Ouais. Dans le livre, tu parles aussi du verbe aimer. C'est un verbe qui est simple,
qui est presque... je vais pas dire, c'est pas qu'il est malmené, mais il est presque devenu commun. Et pourtant, aimer, c'est, à mon sens, justement la clé d'un bonheur, je pense. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Comment toi tu l'expliques, ce verbe-là ? Déjà, moi je viens d'une religion au départ qui dit Dieu est amour. Ouais. Dieu est amour, c'est quand même, comme raccourci, c'est quand même absolument spectaculaire. D'ailleurs, des fois, moi qui adore inverser les choses, je me suis dit, tiens, si on l'inversait et si on disait l'amour est Dieu, qu'est-ce que ça fait, tu vois ? Je ne me voyais pas écrire un livre parlant de spiritualité sans que ce verbe aimer soit là, parce que serait une spiritualité qui n'inclut pas l'amour ? Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc l'amour est au cœur de la spiritualité. Mais l'amour, comme tu le dis, c'est un mot qui signifie tellement de choses. J'aime mon chocolat, j'aime ma voiture, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et d'en retrouver cette dimension spirituelle, c'est-à-dire l'amour est derrière tout, quoi. Il n'y aurait pas de vie sans amour. Et puis de se dire, ça je l'ai emprunté à Stephen Covey, c'est cet auteur américain que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre que je trouve exceptionnel, qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Au passage, un des titres les plus longs que je connais. Oui, tout à fait. Mais c'est un très très beau livre, très intelligent, très bien écrit, très pratique. Et à un moment, Stephen Covey dit cette chose merveilleuse, il dit « aimer est un verbe ». Alors ça peut paraître bête, mais... à un moment, il a un dialogue avec quelqu'un qui a des problèmes dans son couple et il lui dit « aime ta femme ». Aime, c'est un verbe, c'est une action, c'est pas un truc que je subis, qui me tombe dessus, je tombe amoureux, tu vois. Non, c'est quelque chose que je peux décider de mettre en œuvre, tu vois. Et donc, dans ce livre, il y a des moments où je dis « tiens, et si on faisait de sa main le prolongement du cœur ?» Donc, tout ce que je touche, que je le touche avec amour. Si je faisais de mes yeux le prolongement du cœur, c'est-à-dire que mon regard soit un regard d'amour sur les êtres et les choses que je vois. Ma parole, est-ce que ma parole, elle est vecteur de quoi ? De quelle énergie ? De l'amour ou de la médisance ou des potins ou des ragots ? C'est des choix qu'on peut faire. Que ma parole soit impeccable. Voilà. Dans le livre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi bien des verbes comme aimer, où justement tu vas permettre que ça soit plus dans le concret, mais il y a aussi des verbes beaucoup plus concrets, comme trier ou faire du ménage. Ouais. Comment toi, justement, dans ce quotidien-là, quand on parle de faire du ménage, comment tu penses que faire du ménage peut devenir spirituel ? Tout simplement, la notion de base qu'il y a dans la spiritualité, c'est que l'univers, le cosmos, est un. C'est quelque chose de compliqué à imaginer, mais voilà, le cosmos est un. À partir du moment où il est un, on a dit d'ailleurs dans des écrits très anciens que l'homme, l'être humain, est un microcosme du macrocosme. C'est-à-dire qu'en nous se trouve tout ce qu'il y a à l'extérieur. Une fois qu'on a saisi ça, on se rend compte que tout ce qu'on fait à l'extérieur a un reflet à l'intérieur. Est-ce que de temps en temps, on n'a pas besoin de se dépoussiérer de vieilles idées, de vieilles notions complètement surannées ? Est-ce que de temps en temps, on n'a pas besoin de laver son cœur de vieux sentiments gluants, de trucs qui nous empêchent d'aimer ? Donc quand je fais mon ménage en conscience, la clé, c'est de se dire, de la même manière que je fais ce ménage dans ma maison, je demande à ce que le ménage soit fait aussi en moi, à ce que je me libère, à ce que je me dégage de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui m'encrasse. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus le moment où je fais le ménage et c'est une corvée et vite que je puisse aller méditer ou aller faire mon yoga. Mais j'utilise ce moment de ménage, j'utilise ce moment de vaisselle, j'utilise ce moment de jardinage, de débroussaillage comme une activité finalement qui nourrit, qui alimente et qui renforce mon cheminement spirituel. Et notamment, tu parlais de méditer. Il y a ce côté où tu fais une distinction entre méditer et prier. Et il me semble que tu préfères d'ailleurs la prière à la méditation. Tu peux nous dire pourquoi ? Alors, effectivement, la distinction entre méditer et prier, alors je sais bien que méditation, ça fait partie de ces mots qui signifient plein de choses différentes pour plein de monde. Je te disais que ma référence spirituelle de base, bien avant Miguel Ruiz, c'était l'enseignement d'Ivanov. Et je trouvais intéressant justement la façon dont il liait la prière au cœur et la méditation plus au côté mental, intellectuel. Alors peut-être que c'est parce que moi, j'ai déjà une vie intellectuelle suffisamment dense et riche, comme ça, je lis, j'écris, je travaille pas mal avec ma tête. Donc dans ma vie spirituelle, effectivement, l'élan naturel pour moi, c'est d'aller vers le cœur, vers ce qu'en Inde on appelle Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, de la louange, de la prière, parce que c'est ma nature qui est comme ça. Voilà. J'ajoute toujours en plaisantant que je n'ai pas besoin de méditer puisque mes éditeurs s'en chargent. Oui, c'est vrai, je l'avais entendu.
Je voulais te parler d'un autre sujet, on en a discuté rapidement en off, concernant la numérologie. Donc toi, tu es plus astrologie que numérologie de base, mais je t'ai fait rapidement ton petit thème et j'avais envie de voir si ça correspondait bien à ta personnalité. Et peut-être tu me diras aussi ce que tu en penses, du coup. D'accord. Au niveau de ton triangle fondamental, en numérologie, tu as le 11 et le 2, puisqu'on va combiner le 11, 1 plus 1, 2. C'est un nombre maître. Et ça fait de toi, en gros, tes talents naturels et potentiels. Ce serait ton intuition et ton côté super accompagnant. C'est ce que le 11 amène, c'est que ça, c'est pas un accompagnant mais un super accompagnant, avec un besoin de te surpasser, et qu'en gros grâce à ton intuition tu ressens avec une grande acuité les gens, les situations, quand ton mental n'intervient pas inopinément. Et c'est étonnant parce qu'on parle pas mal de mental et aussi de ressenti. Et tu es quelqu'un en gros qui serait énormément dans le cerveau droit, mais aussi dans le cerveau gauche, et que tu utiliserais les deux, et que tu arrives à bien être en harmonie avec les deux. Et tu es doué pour faire grandir les gens, les idées, les entreprises, les concerts, les concepts, faire évoluer les mentalités. Et ça, c'est encore une fois, je ne vais pas te le faire en détail, parce qu'on pourrait y passer des heures, mais est-ce que tu te reconnais dans le côté intuitif, accompagnant, et avoir ces deux cerveaux Alors, je me reconnais très bien, et dans le 11 et dans le 2. D'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de ça, parce que une de mes toutes premières traductions, c'était le livre Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, qui est devenu un ouvrage mythique, mais ils en ont même fait un film. Et Dan Millman a écrit un livre beaucoup plus tard, 20 ans après, qui s'appelle Votre chemin de vie, et où il s'intéresse à la numérologie, mais juste avec la date de naissance. Donc quand tu additionnes jour, mois et année de naissance, et effectivement, dans mon cas, ça donne 11, comme tu disais, maître nombre, et ça donne 2 si on réduit 1 plus 1. Et ça, je t'ai dit que j'ai été traducteur, c'est le 2. J'ai été interprète, c'est le 2. Tout à fait, j'ai eu toute une partie de ma vie où j'ai fait du secrétariat, j'étais le secrétaire personnel de quelqu'un, donc j'ai beaucoup été dans ce rôle de 2, d'être au service de quelqu'un, au service d'autre chose. Et le 11, moi j'ai une façon rigolote de l'écrire. Normalement, 11 c'est 1 et 1. Moi je l'écris 1 et l'autre 1 je le mets au-dessus. C'est-à-dire que dans un 11, on a tendance à voir le 1, c'est-à-dire quelqu'un qui a une facilité de dire, d'initier, de faire des choses, mais on ne voit pas l'autre 1, c'est-à-dire à quoi il est lié spirituellement parlant. Dans le 2, le lien, il est horizontal. Je suis au service d'un autre livre, d'une autre personne. Dans le 11, le 2 se vit dans le vertical. Donc oui, ce que tu dis là, je me reconnais beaucoup dans cette énergie du 11. Le deuxième chiffre qui te caractérise dans ce triangle fondamental, ce serait l'adaptation, un côté indépendant avec un besoin de variété. Tu es fait pour le mouvement et tu aimes la variété. Et d'ailleurs, le mot que tu aimes le plus, c'est la liberté d'action. Avec un esprit qu'on dirait plutôt vif, curieux, tu ressens le besoin de bouger physiquement ou intellectuellement ou mentalement. Alors ça, c'est lié à un autre chiffre ou c'est toujours... Oui, le 5. Le 5, Cinque. D'accord, donc le 5, il vient d'où le 5 tu le calcules comment? C'est à partir des lettres de mon nom ou c'est à partir de la date de naissance? Je t'avouerai que c'est avec un tableur que je l'ai fait, donc je n'aurai pas la réponse à cette détail, question. Là, je pourrais te le dire en off, mais là, j'ai pas la réponse. D'accord. Mais tu te reconnais en tout cas là-dedans? Ah oui, il y a des éléments avec lesquels je peux vibrer, oui. Et au niveau de ton objectif de vie, ta colonne vertébrale, tes motivations, on est sur le 3. Et là, je peux te dire que ça se calcule avec la date de naissance. Oui. Du coup. Quand je suis né le 12, 2 et 1, 3. Ouais, voilà. Et c'est la catégorie des créateurs et des communicants. Donc objectif de vie, créer, communiquer, échanger dans des domaines absolument variés, créer du lien, des synergies et parfois être sur le devant de la scène. Parler une langue étrangère serait très simple pour toi. Visiblement, traducteur, interprète, auteur de livres, oui, le 3, l'aspect communication, je dis souvent en plaisantant que je suis un grand communicant devant l'éternel, je fais ça depuis très très longtemps. Et les 3 auraient du charisme, avec de l'humour, un esprit joyeux et un côté même enfant, avec justement l'enfant intérieur très présent. Oui, je pense que ça correspond bien. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un stock de blagues inépuisable et que l'humour joue un rôle très important pour moi, qui est d'ailleurs lié à la spiritualité. On dit avoir de l'esprit, faire de l'esprit. Il y a des liens entre les deux et je dis souvent que les personnages les plus spirituels que j'ai rencontrés, sauf un,
étaient des gens avec un humour absolument décapant. Et quand je dis sauf un, c'est Miguel Ruiz, parce que Miguel, pour le coup, est quelqu'un vraiment dans l'énergie du cœur, de l'amour, mais beaucoup moins dans ce côté très pétillant qu'on trouve aussi bien chez des maîtres soufis que des Tibétains, que d'autres personnages spirituels qui ont un humour assez radical. Et là, on arrive bientôt à la fin de cette interview et j'ai 2 questions. La première question, elle n'est pas vraiment de moi, c'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline, si tu veux, c'est une tata qui est alors je veux pas non plus. Tata Jacqueline, elle est assez terre à terre. Et du coup, quand elle a su que j'allais t'interviewer, elle m'a dit. Oui, bon, ok, très bien. Olivier, il parle de spiritualité, donc tout ce qu'on a évoqué là. Mais elle me dit, moi, à un moment donné, je suis au SMIC, j'ai des enfants, et ce qui est important, c'est d'avoir un toit sur ma tête, de gagner de l'argent, de savoir comment je vais payer mon loyer, et j'ai pas le temps de penser à la spiritualité. Alors bon, les livres de spirituel, c'est bien gentil, mais moi, j'ai d'autres priorités. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Tata Jacqueline, qui justement ne comprend pas la spiritualité dans son monde à elle ? Alors, j'ai envie de répondre 2 choses. La première, c'est que on s'imagine souvent, et c'est la vision faussée qu'on a de la pyramide de Maslow, il faut d'abord satisfaire les besoins physiques, et puis ensuite émotionnels, mentaux, spirituels, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça, parce que si cette pyramide était vraie, les pays les plus riches du monde seraient les plus spirituels. T'imagines, moi je viens de Suisse, la Suisse serait la championne du monde de la spiritualité. Et les pays les plus pauvres seraient les pays les moins spirituels, donc l'Inde devrait être une catastrophe. Or, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que c'est pas du tout comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de répondre à Tata Jacqueline. Et puis, puisqu'on parle de ce livre, Magicien du quotidien, tout l'intérêt de ce livre, pour moi, c'est qu'il peut être vécu dans le quotidien, quel qu'il soit, tu vois. Il ne demande pas de partir en retraite, il ne demande pas de payer un stage ou d'aller nager avec les dauphins dans la mer Rouge ou que sais-je. C'est quelque chose qu'on peut faire là où on est, avec la vie telle qu'on a. Il ne s'agit pas de faire autre chose, il s'agit de faire autrement. Alors bien sûr, j'ai conscience qu'il y a des gens qui ont des cadences de vie, qui ont des contraintes, qui ont des impératifs financiers, ci et ça, qui sont compliqués. Mais en même temps, j'ai tellement vu des gens avec des existences pas simples et qui pourtant étaient ceux chez qui la spiritualité était le plus développée. Voilà, je donne l'exemple l'Inde et la Suisse, mais on pourrait prendre ça entre des gens qui ont des ressources modestes, mais qui ont une richesse du cœur, qui ont une richesse intérieure incroyable, et puis d'autres gens qui ont peut-être des moyens beaucoup plus importants, mais qui pourtant ne se sont jamais tournés vers la spiritualité pour autant. Intéressant. Je voudrais savoir, Olivier, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand dans ma vie ? Ça, c'est une jolie question. J'aime bien quand on me pose des questions où j'ai pas clac la réponse comme ça, parce que ça me force à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand, mon Dieu ? Ouais. Je sens que ta question, elle va me travailler bien après cette interview, parce qu'il va me venir forcément quelque chose là, mais est-ce que je vais être sûr que c'est vraiment l'essentiel ? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient intuitivement ? Ce qui me vient comme ça, c'est que de manière générale, j'ai osé très tôt, très jeune, sortir complètement des rails. Pour te donner une idée, à 17 ans, au lycée, on m'appelait le Lévitan. Voilà. Parce que je vivais autrement que les autres, donc méditation, ça veut dire léviter comme dans Tintin au Tibet, tu vois. J'ai fait des choix de devenir végétarien à une époque où personne ne l'était. Je suis souvent sorti du cadre. Et ça demande du courage, parce que quand tu sors du cadre, c'est toute l'histoire de Jonathan Livingstone, le goéland, tout ton milieu te dit que ce que tu fais n'est pas bien, est faux, et puis on te colle toutes sortes d'étiquettes. Donc oser aller vers soi, oser aller vers qui on est vraiment, ça a un prix. C'est ce que j'appelle le prix de la liberté. Et je disais souvent, je disais ça dans un Zoom il n'y a pas longtemps, une liberté que vous n'avez pas payée a toutes les chances d'être complètement illusoire. Voilà. Ça, c'est à retenir. Une liberté que vous n'avez pas payée a toutes les chances d'être illusoire. La liberté, ça se paye. La liberté, personne ne vous la donne. La liberté, ça se conquiert pas à pas et en allant contre les usages, contre l'ordre établi, pour aller chercher quelque chose qui soit authentique, qui soit vrai à l'intérieur.
Et ça demande du courage. Ça demande du courage, bien sûr. Avoir une vie, je pense, sur mesure et prendre le pouvoir sur sa vie et aller vers ce qui est important pour nous, c'est oser et c'est avoir le courage de le faire. Bien sûr, bien sûr, ouais. Et tu as pour le coup une vie qui démontre bien ça, et je trouve un alignement chez toi qui est assez exceptionnel. Quand tu parles, j'ai le sentiment, quand je parlais dès le début, comme si tu avais été guidé toute ta vie. Aujourd'hui, tu as des rêves encore ? Des rêves, des choses que je souhaite réaliser ? Ouais. Ah, ça c'est aussi une question intéressante. Est-ce que j'ai encore des rêves ? Je ne sais pas si j'ai tellement de rêves personnels aujourd'hui, tu vois, parce que j'estime que j'ai déjà eu beaucoup de chance, j'ai fait beaucoup de choses. Si j'avais des rêves, ce serait plus des rêves pour le collectif. Après, ça m'a toujours habité. Tout ce que j'ai fait, c'est toujours avec l'idée de dire comment améliorer la vie collective. Or, aujourd'hui, pour moi, on vit dans une société où il y a vraiment des graves problèmes. Et Dieu sait s'il y aurait beaucoup de choses à transformer dans notre façon d'éduquer les enfants, dans notre rapport à la santé, à la médecine, dans la politique. Voilà, moi, je fais partie d'une génération où j'ai vu en l'espace de 40 ans ce monde se transformer de façon effrayante. Pourquoi j'écris en 2004 La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ? C'est pour dire attention aux changements qui se font tellement lentement qu'on ne les voit pas se faire. Or, c'est ça qui nous arrive depuis des décennies. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de glisser et que si on n'a pas l'attention, si on n'a pas la conscience, tu vois, on y revient à ce premier verbe, être conscient, éveillé, eh bien, on est capable de passer du jour à la nuit sans aucune réaction. Pour terminer cette interview, est-ce que tu auras un message à faire passer ? Pareil, c'est très vague comme question, mais là, intuitivement, l'humeur du jour, ce serait quoi ? Oh, je ne sais pas si j'ai un message à faire passer. Moi, je crois que ce qui m'a animé, c'est une foi profonde dans le potentiel inouï de l'être humain. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel je crois, et c'est pour ça que je m'inscris en faux contre le transhumanisme, parce que croire qu'on va améliorer l'être humain en le dotant de 1000 et un gadgets, non, c'est faux. Les ressources sont en nous. Ouais. Le transhumanisme, c'est un cocon collé sur un drone. Ça volera peut-être, ça ne sera jamais un papillon. Ouais. Voilà une image à garder. Ça, pour moi, c'est du mensonge viscéral. Les ressources intérieures de l'être humain sont immenses. Moi, ça fait plus de 40 ans que je les explore. J'ai rencontré des gens capables de choses absolument exceptionnelles. C'est ces gens-là qui m'inspirent. C'est vers ça que j'ai envie d'aller et pas devenir l'homme qui valait 4 milliards de dollars. Si on veut te contacter, t'envoyer un message ou te suivre, comment fait-on ? Trop facile, parce que j'ai un site internet où on peut me laisser des messages, j'ai un blog où on peut m'en laisser, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis quelqu'un de facile à joindre. Et puis, comme je dis souvent, si vous n'avez pas eu une réponse de moi sous 24 heures, c'est probablement que je suis mort. Je suis un peu Lucky Luke du clavier. Je dis toujours un mail auquel je ne réponds pas tout de suite est un mail que je lirai 2 fois. Donc, je réponds rapidement. En tout cas, tous les liens sont en dessous dans la description. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps, pour cette énergie que tu as, cette sagesse qui m'a fait du bien durant cette heure. Eh ben, merci à toi aussi, Nicolas. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Retrouve les livres d'Olivier Clerc, magicien du quotidien geek et mystique. Ce sont ces 2 derniers livres. Et si tu as aimé cet épisode, laisse 5 étoiles en commentaire. Ça va améliorer ton karma. Oui, je te l'assure. En plus de mettre en avant ce podcast sur les plateformes. Et ça, c'est une grande aide également pour moi. Tu peux le partager aussi à quelqu'un si tu penses que les messages qui ont été évoqués dans l'épisode pourraient servir la personne en question. Je te dis à très bientôt. Ose ta vie, ose réussir, ose avancer. Je te souhaite en tout cas le meilleur pour toi. À bientôt.